Bonus Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du Camp Pop. Alors ça y est, un cap est enfin franchi. Et non, je ne parle pas vraiment de la fin de la saison 4 de Discovery, c'est un cap bien sûr, mais je voulais plutôt parler de notre cap à nous parce que c'est notre numéro 50, car vous êtes en train d'écouter le Cadran Pop numéro 50. Alors merci à tous de nous suivre depuis un peu plus de 2 ans et on vous donne déjà rendez-vous pour le numéro 100. Mais avant ça, on va bien sûr parler de Discovery et de Picard. Engage. Great. Now what? Welcome to the Earth of the 21st century. You're saying we can undo this nightmare? Let's go to work. You can pilot a starship, but you can't drive. You two really need to work on your communication. Right. See, there you go. Now you're in sync. We have 3 days before the future is changed irrevocably. But even in the darkest of circumstances, there is a light. Where are you taking us? Home. Working. Et bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné par les deux Romains. Le premier, Romain Nigita. Salut Romain, comment ça va ? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien sûr, Romain Brami. Salut Romain. Salut les amis. Et on a bien sûr aussi le retour de notre fameux capitaine, le capitaine Manu. Salut Manu. Salut tout le monde, content de vous retrouver. Même si j'étais là la semaine dernière. C'est vrai. On embrasse Marie-Paul qui affronte Angoulême post-fin des mesures sanitaires. Ouais, c'est clair, on pense à toi Marie-Paul. Alors vous le savez, on est en train d'organiser un événement pour le samedi 10 septembre 2022 sur le film Star Trek First Contact. Il s'agit d'une projection du film de Jonathan Frakes dans une salle de cinéma, puis dans la foulée, on va vous permettre d'assister donc à l'enregistrement de notre podcast d'analyse sur le film. Et les personnes présentes pour cet enregistrement seront ceux qu'on appelle, nous, l'équipage de jour, à savoir donc Marie-Paul justement, Marina, les deux Romains, Manu et moi. Et il y aura normalement une 7e personne qui sera une guest dont on vous parlera plus tard. Alors ce sera au Club de l'Étoile à partir de 18h et plus si affinité. Alors pour le moment on travaille actuellement sur le financement participatif afin de pouvoir financer tout ça en prévendant des places à 12€ et on devrait le lancer d'ici à peu près 2 ou 3 semaines, donc restez connectés. Préparez vos porte-monnaies. C'est ça, et on aura plein de surprises pour vous et en tout cas vous pourrez retrouver toutes les informations déjà sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Avant quand même de rentrer dans le vif du sujet, de parler de Picard et de Discovery, on va parler de certaines news qui sont arrivées. Alors déjà, il y a Prodigy qui arrive mi-avril sur Nickelodeon, je crois, Romain Nigita. Alors oui, l'une des grandes nouvelles qui est tombée ces derniers jours, c'est enfin l'arrivée de Star Trek Prodigy en France. On l'attendait quand même de pied ferme, mais ça sera sur la version française de la chaîne de Nickelodeon, et ça sera à partir du 18 avril, du lundi au vendredi à 19h05, si je me trompe pas. Et voilà, moi je conseille aux gens qui nous écoutent vraiment de jeter un œil à cette série, parce qu'elle est vraiment très réussie. Elle s'adresse pas uniquement aux enfants, mais en tout cas ça s'adresse aussi à des gens qui connaissent pas du tout la franchise, puisque un peu comme les personnages, comme les héros de la série, on découvre l'univers Star Trek avec eux, et puis il y a plein de clins d'œil quand même pour les fans de Star Trek. Donc vraiment une très bonne surprise que cette série animée, a priori destinée aux enfants, mais pas que. On en avait déjà un petit peu parlé lors du premier épisode, mais c'est vraiment une très belle surprise que cette série en image de synthèse. C'est la meilleure série Star Trek du moment pour moi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, et d'ailleurs on fera un podcast évidemment quand tout sera diffusé, je pense courant mai ou juin, quand on aura le temps. Et sinon il y a une autre nouvelle qui est arrivée, celle-ci qui est un peu plus crispante. Je l'attendais l'année prochaine cette news, moi. Oui, c'est vrai, elle arrive carrément maintenant. C'est la saison 1 de Strange New World n'a même pas encore commencé, on n'a pas vu le moindre épisode, on a vu à peine un teaser que déjà on nous annonce que le personnage de James T. Kirk a déjà été recasté pour la saison 2.
Alors l'acteur, j'ai oublié comment il s'appelait, c'est un acteur que je connais pas du tout. Alors oui, en effet, a été révélé l'acteur qui jouera le Capitaine Kirk dans la saison 2 de Strange World, c'est Paul Wesley. C'était l'une des vedettes de la série The Vampire Diaries, série qui passait sur CW aux États-Unis, série plutôt pour ados, mais créée par le créateur de Scream, Kevin Williamson, dans lequel il était, il jouait son rôle de vampire pour ados, espèce de sous Twilight, mais il n'était pas catastrophique. En fait, c'est physiquement, le gars, il a l'air de plutôt coller, mais moi, ce qui me pose un petit problème, c'est déjà qu'on en parle déjà maintenant, ils auraient pu au moins en faire une petite surprise. Alors finalement, par rapport au canon, ça me gêne pas tant que ça, parce que normalement, James T. Kirk, à ce moment-là, il a 24 ans par rapport à l'histoire, et normalement, il est censé faire ses armes sur d'autres vaisseaux, dont l'USS Farragut, donc on peut imaginer qu'il ne sera présent que pour un épisode ou deux, ou voire peut-être une moitié de saison, enfin en tout cas, qu'il ne sera pas un personnage principal de cette nouvelle série. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que cet acteur a 40 ans pour jouer un personnage qui en a 25. C'est-à-dire qu'en fait, il joue un Kirk qui est plus jeune, tout en étant bien plus vieux que William Shatner à son époque, quoi. Donc du coup, quand il aura 35 ans, l'acteur en aura 50. Vous allez pas me dire que ça va pas se voir. Ça va être un peu bizarre quand même. Ouais, je sais pas. Moi, ça me dérange absolument pas cette histoire d'âge. À ce moment-là, on pourrait tout critiquer, tout revoir, etc. Personne n'a exactement l'âge qu'il est censé avoir. Ouais, mais enfin, quand t'as 15 ans de différence, c'est un peu beaucoup quand même, non ? Ouais, bon. Ouais, moi je trouve que ça se voit pas. Je trouve qu'il ressemble à Shatner qu'on a connu à l'époque de Star Trek classique. Donc moi ça me dérange pas trop. Après, c'est vrai que comme tout bon fan un peu relou, on sera très regardant. En effet, jusqu'à Nouvel Ordre, on pensait qu'il n'avait pas rencontré le capitaine Pike. Il ne l'avait rencontré qu'une fois. Il le dit dans un épisode de Star Trek classique quand le capitaine Pike a été nommé Fleet Commander, donc commandant de Fleet. On sait pas très bien ce que ça veut dire, mais est-ce que c'est ça que racontera cet épisode de... Moi, c'est plutôt là-dessus, si tu veux, où je serai attentif. Est-ce qu'il travaille bien sur le Farragut ? Est-ce qu'il est déjà capitaine, alors qu'on pensait que c'était le premier vaisseau en tant que capitaine de Kirk qui était l'Enterprise. Mais moi, c'est le cas, plutôt sur normalement. ces trucs-là. C'est plutôt ces trucs-là sur lesquels je serais regardant. Après, l'âge de l'acteur, tu dis quand il aura 40 ans, il en aura 35. Bon, est-ce qu'on peut vraiment se projeter, tu vois, est-ce qu'il ira aussi loin que Shatner et qu'il fera encore le rôle quand il aura 70 berges ? J'en suis pas tout à fait sûr, si tu veux, donc ça me gêne moins qu'autre chose. Bah moi je me projette, effectivement, je me dis à un moment donné le casting de la Kevin Timeline, à mon avis il va être remplacé par celui qui est mis en place maintenant dans Strange New Worlds, par exemple. Si jamais tu devais faire des films cinéma, que tu castes un Kirk maintenant, j'ai du mal à imaginer qu'on ne le ressorte pas dans 6 ou 7 ans, tu vois, au moment où par rapport à l'histoire du canon, ça sera le moment, quoi. Donc moi ça me perturbe vraiment. Je me dis, si tu choisis un acteur maintenant, c'est que plus tard tu vas le réutiliser. Écoute, moi je suis pas aussi effrayé que toi, Guigui, sur le fait de voir Kirk dans la saison 2 de Strange World. D'abord, on sait absolument pas finalement dans combien d'épisodes il sera, on sait pas ce qu'il fera. Moi surtout, j'ai beaucoup aimé le fait que déjà William Shatner a fait un petit tweet à Paul Wesley pour l'accueillir, pour lui dire bienvenue dans la franchise et pour lui demander de prendre soin de son vaisseau, de son équipage. J'ai trouvé ça très rigolo. Ce qui d'ailleurs, le tweet de William Shatner tellement gentil. J'adore William, hein, mais comme je sais qu'il ne fait jamais rien gratuitement, ça me fait me poser plein de questions sur tiens, il a fait un tweet gentil, est-ce qu'il est impliqué dans cette nouvelle saison de... Enfin, tu vois, moi tout de suite je suis parti dans des délires comme ça. Alors, je suis pas aussi négatif que toi, Romain, sur le cynisme de Shatner, sur le fait qu'il se fasse payer pour tout. J'ai l'impression qu'il a un petit peu changé depuis quelques années. J'aurais été du même avis que toi il y a encore 4-5 ans, mais je trouve notamment en voyant le fameux documentaire sur son voyage dans l'espace là, qui vient d'être mis en ligne enfin sur Amazon Prime France, j'ai trouvé super émouvant, super sincère, même si ce docu est quand même une grosse page de pub pour Jeff Bezos, mais ça c'est un autre problème. Mais je trouve que Shatner c'est un petit peu, comment dire, adouci, qui est peut-être un peu moins cynique qu'avant. Donc le fait comme ça qu'il salue un petit peu l'arrivée de Paul Wesley dans le rôle de Kirk, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Non, c'est tout à fait possible, mais tu vois, quand il a quand même toujours un petit côté charrieur, même quand il veut être gentil. Et par exemple avec Chris Pine, il avait été très charrieur, même si après ils s'étaient devenus potes, ils avaient fait des photos ensemble et tout, mais il continuait de le charrier assez régulièrement sur Twitter. Et du coup, ce tweet,
je sais pas, moi je me suis fait des films dans ma tête, mais j'ai aucune preuve, j'ai aucun élément, il n'y a pas de rumeur, il n'y a rien du tout. Hein. C'est juste, voilà, c'est ce que je me suis dit. Après, tu sais, Guigui, sur les âges des personnages dans Star Trek, c'est un sujet qui est tellement complexe. Les personnages de la série classique, on les a vus vieillir. Or, tu te dis, dans 400 ans, est-ce que vraiment l'âge du vieillissement serait le même? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si tu commences à te faire des nœuds au cerveau sur l'âge des acteurs, c'est infini. Non mais attends, mais justement, quand Kirk prendra... imaginons que ça continue, quand Kirk il aura 30-35 ans, t'as l'acteur il en aura 50. Justement, le fait que il aura l'air forcément plus vieux que ce qu'il est en réalité, enfin ce que le personnage doit être, représenté, tu vas pas me dire que c'est pas un problème, quoi. Mais d'ici là, on fera du deepfake et t'auras William Shatner voilà, qui aura 30 ans. Okay. Voilà, d'accord. Maintenant, t'as Mark Hamill qui joue dans machin, qui a l'air d'avoir été tourné hier. Je sais pas, moi je suis comme Romain, wait and see. Je peux comprendre qu'on se pose des questions, et évidemment, dès que tu fais revenir des trucs du passé, tu prends des risques, si tu veux, et ils prennent des risques, mais il est vraiment beaucoup, et je parle pas de toi, Guigui, que je sais très raisonnable, mais j'ai vu des gens sur Twitter qui vraiment, ils étaient prêts à se couper les veines et à aller brûler les bureaux de la Paramount. Enfin, les mecs, on n'a pas vu une image du bordel, on sait même pas de quoi ça parle encore, calmons-nous, quoi. Justement, je vais continuer à être un peu négatif en tant que fanboy. Justement, on voit que le personnage de Kirk donc aura du coup une histoire avec le personnage qu'on imagine être la descendante de Khan. Donc voilà, quoi, tu vois, je veux dire, je trouve ça déjà lourd en fait, personnellement. De Spock, tu veux dire, non? Non, de Khan. Pourquoi? Non, c'est le personnage de Spock qui va avoir une histoire avec la descendante de Khan. Mais en fait, le personnage de la descendante de Khan, j'ai vu des photos de tournage où elle est avec Kirk. Donc je me dis, voilà, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme retcon relou par rapport à ça, quoi. Déjà, on en avait parlé déjà, Romain, quand il avait été annoncé que il y avait un personnage qui serait a priori une descendante de Khan du fait de son nom de famille. On avait déjà trouvé ça relou. Du coup, voilà, moi je trouve que c'est une couche encore plus relou de la faire rencontrer Kirk. Non, voilà. mais là-dessus je te rejoins. Mais pour moi, ça n'a rien à voir d'avoir Kirk présent dans cet univers là où il a tout à fait sa place. Ah, mais je suis d'accord. Si tu veux, à cette époque-là de sa vie et tout, plutôt que d'avoir le personnage de Nguyen Sung, où là, c'est pas le personnage, mais c'est un ancêtre, où là, par contre, c'est forcé, tu vois, c'est tout ce que j'aime pas. Là-dessus, je te rejoins à 1200%, quoi. C'est ça, c'est une version un peu plus, quoi, parce qu'ils auraient très bien pu avoir cette descendante de Khan sans qu'elle croise Kirk finalement dans la série Strange New Worlds, mais non, évidemment, ils mettent les pieds dans le plat directement, quoi. Enfin, wait and see, on n'y est pas encore. Ouais, on verra. Mais en tout cas, le teaser de cette nouvelle série, moi, il montre pas grand-chose, mais moi, il m'a bien chauffé en tout cas, et je suis quand même impatient de découvrir la série. Alors les deux Romains, ça fait un petit moment qu'on vous a pas vu, surtout toi Romain Nigita. Alors comment est-ce que vous avez trouvé les épisodes des semaines passées, les épisodes de Discovery? Alors mon avis, déjà Discovery, c'est vrai que j'ai pas pu parler avec vous des derniers épisodes précédents. Donc l'avant-dernier épisode de la saison, moi j'ai trouvé que c'était vraiment l'un des meilleurs épisodes de cette saison 4, avec comment arriver à communiquer avec l'espèce 10C. Il y a ce côté un peu rencontre du troisième type que moi j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais presque à ce qu'on entende le fameux thème musical du film de Spielberg. Donc voilà, moi j'ai bien aimé cet avant-dernier épisode, et puis le dernier épisode vient compléter ça, même si on est beaucoup plus dans l'action. Et Picard, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que toi en plus t'avais les épisodes avant nous en plus. Alors, Picard, en effet, j'ai pas pu parler avec vous des précédents épisodes, des premiers épisodes de la saison. Moi, je trouve ce début de saison vraiment très 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 réussi, bien plus réussi que le début de la saison 1, même si j'ai beaucoup aimé la saison 1. Je trouve que ça va à toute allure. C'est extrêmement spectaculaire. Évidemment, on est super content de retrouver les personnages. Seul petit écueil, comme j'en parlais au début du podcast, c'est que pour l'instant, il y a relativement peu de surprises par rapport aux différentes bandes annonces. Ça y est, là, les 3 premiers épisodes, c'est vraiment le concept qu'on avait compris. Il y a Q qui débarque, il y a un futur alternatif très très sombre, et il va falloir remonter dans le temps pour corriger tout ça. Donc c'est sûrement à partir de l'épisode 4 on aura un peu plus de surprises, mais en tout cas pour l'instant ça fonctionne très très bien. Et toi Romain Brami? Nous on s'est pas vu que depuis 2 semaines, donc en fait j'ai raté que le deuxième Picard et l'avant-dernier Discovery. J'ai que des choses positives à dire sur les deux. Discovery, je suis tout à fait d'accord avec Romain, mais on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup plus longtemps. Je trouve la fin très réussie d'une saison qui était vraiment médiocre, donc quelque part je trouve qu'ils ont totalement inversé les tendances de toutes les saisons précédentes où il y avait des très bons développement et des fins totalement ratées, et moi j'ai été très très convaincu par ce dernier épisode. Et le deuxième Picard, on continue sur la lignée, mais tout ce que je pourrais dire sur le deuxième vaudrait aussi sur le troisième, donc on va en parler un peu plus tard. Et justement, du coup, de cette semaine, entre l'épisode de Picard et l'épisode de Discovery, lequel vous avez préféré, toi Manu?
Clairement Picard. Toi, t'as prévu Picard. Je suis Ok. désolé, mais- Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me T'inquiète suis pas. un peu fait chier devant Discovery. Je vous avoue que je l'ai maté même en version accélérée, ce qui ne m'arrive jamais. Wow. Parce que à un moment, ça Ah, mais prend je trop comprends son temps complètement. pour un truc qui va tout droit vers où on sait, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Et toi, Romanita, lequel t'as préféré des deux? Alors mon avis sur Disco et Picard avant qu'on rentre dans la zone spoiler, Discovery fin de saison 4, ça rattrape pas l'ensemble de la saison, mais ça rattrape en tout cas le ventre mou de ce milieu de saison qui était vraiment insupportable avec le fameux épisode sur le poker. Donc voilà, de l'épisode de cette semaine et puis le précédent qui forment un double épisode plutôt pas mal, en tout cas des choses intéressantes même si c'est pas parfait du tout. Et puis Picard, très bon épisode, même si peu de surprises par rapport aux différentes bandes annonces. Les surprises arriveront certainement dans les épisodes suivants, mais bon, on est clairement au-dessus de ce que nous propose Disco sur la saison 4. Ouais, non, mais forcément, hein, Picard, je disais à Manu avant qu'on commence à enregistrer qu'on s'est beaucoup plaint cette année devant Disco, qu'on a tendance à faire autre chose, qu'on s'ennuyait pendant les épisodes. Là, sur Picard, ça me fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'à chaque fois l'épisode se termine, j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes, je me dis mais c'est pas possible, je l'ai vu en accéléré ou quoi au caisse. Donc non, clairement, je préfère Picard. Mais tu vois, moi je les ai vus les deux en même temps, pas en même temps, mais la suite de l'autre, jeudi matin, et je me suis retrouvé à un petit peu plus penser bizarrement à repenser à l'épisode de Disco qu'à l'épisode de Picard sur quelques scènes et quelques volontés, et en particulier la fin de l'épisode. Donc ouais, je préfère Picard, et si je devais choisir entre les deux, je choisirais Picard, mais j'ai quand même un certain respect pour ce qui a été fait sur la fin de Disco, et ça m'étonne moi-même, j'ai presque envie de dire. Ok, en tout cas, j'avais fait un sondage sur la page Twitter du Cadran Pop et 91% des gens avaient voté la semaine dernière et ils avaient préféré Picard, et je pense que cette semaine, ça risque d'être un peu pareil. Alors moi, clairement, cette semaine, j'ai trouvé que, évidemment, l'épisode de Picard était bien au-dessus de celui de Disco, même si je trouve celui de Disco plutôt une bonne surprise, mais au final, j'attends absolument rien de la prochaine saison Discovery, sur ça, je suis d'accord avec vous. Donc clairement, Picard est bien au-dessus, et surtout, j'attends énormément l'épisode 4 pour enfin avoir des surprises dans cette saison 2. Et du coup, sur ces bonnes paroles, on va rentrer directement dans la zone spoiler. Where is Stamets from getting us out of this orb? He's testing some theories, nothing concrete yet. What about the 10C? Any response? Negative. Dr. Harai is still asking them to release us. Hiroshi-kun, what's the status on Tarka? Scans show he's gaining speed, heading for the DMA power source. It's encased within a silicon-uranium alloy, same as the DMA controller itself. That alloy is incredibly effective at containing energy, but it won't withstand external forces. So whatever Tarka's planning... He's going to hit it with a gravimetric beam. If the 10C think they're under attack, they won't come back and talk to us. Not in time. 10C's just launched another orb, Captain. Looks like they're trying to capture Book's ship. Keep me posted. Lieutenant Christopher, tell Commander Stamets to test faster. I want us out of this orb, whatever it takes. And have the diplomatic personnel gather in the mess hall. Yes, Captain. Madam President, if you join me... May I ask what you have in mind? I'm going to confine them all to quarters. I think you should be there when I tell them. Warning. Alors enfin, donc, c'est la fin de Star Trek Discovery saison 4. Alors moi, ça me fait déjà plaisir pour une chose en particulier, c'est-à-dire qu'on va arrêter d'enregistrer les épisodes à 22h. Donc ça, c'est très bien. Et puis du coup, ça va me permettre d'arrêter de dire à tout le monde que c'est 22h et pas 21h comme d'habitude. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, ce dernier épisode qui s'appelle Coming Home a été écrit par Michel Paradise et réalisé par Olatunde Osunsanmi. Alors, je sais pas pourquoi, c'est une petite parenthèse, mais la semaine dernière, donc, ce réalisateur, je sais pas pourquoi, j'ai dit que c'était une réalisatrice. Alors, je sais pas ce qui m'a fait bugger là-dessus, mais donc, c'est bien sûr un réalisateur. Et je confirme que c'est un réalisateur que je n'aime pas du tout parce que sa caméra, enfin, j'ai l'impression qu'en fait, il tient sa caméra comme un caméscope et en étant quelqu'un de ivre dans une fête de mariage. En plus, je suis pas tout seul, tu vois. Donc j'ai regardé ça avec ma femme, évidemment, qui elle n'est pas du tout attentive à tout ce qui est réalisation, des choses comme ça. Enfin, elle remarque jamais la signature d'un réalisateur, par exemple. Et là, même elle me disait, mais ouais, non, mais là j'ai la gerbe. Là, qu'est-ce qui se passe avec la caméra? On dirait que le mec est bourré. Et je fais oui, je sais, c'est un gars. À chaque fois qu'il réalise un épisode, c'est comme ça. Franchement, c'est vraiment étrange, quoi. Donc cet épisode nous raconte que alors que le DMA, donc l'anomalie, s'approche de la Terre et de Nivar, qu'il y a des évacuations qui sont en cours, hein, donc on va suivre en voyant justement ce fameux Amiral Vance qui est épaulé par Tilly qui fait son retour ici dans cet épisode. Donc il y a Burnham et l'équipage du Discovery doivent trouver eux un moyen de communiquer et de se connecter donc à cette espèce très différente qui sont les 10C, et tout en sachant que suite aux événements de l'épisode précédent, y arriver, ça voudrait dire que il faudrait arrêter Book et voir peut-être causer sa mort. Donc voilà, je vais
Avant de donner mon avis, je vais le donner vraiment à la fin parce qu'il est assez négatif, je vous le dis tout de suite. Je préfère vous donner la parole à vous qui l'avez bien aimé, les deux Romains. Moi, j'ai vraiment kiffé la toute première scène de ce dernier épisode. Le QG de Starfleet qui vole à travers l'espace. C'est absolument n'importe quoi, on est bien d'accord, mais c'est hyper spectaculaire à tel point que je me suis quand même repassé la séquence 2 fois, ce qui n'arrive quasiment jamais avec Discovery, donc c'est pour vous dire. Voilà, une image, je pense, qui va rester en termes d'effets spéciaux dans la franchise, même si ça veut pas dire grand-chose. Également, ce qui m'a vachement plu, c'est le retour de Tilly, même si on pouvait s'en douter un peu, mais en tout cas, son rôle est très sympa, même si on peut se dire que ça allait un peu vite avec ses cadets auxquels elle tient déjà, mais en tout cas, toutes ces interactions avec l'amiral au moment où il pense qu'ils vont tous y passer, enfin, tout ça marche très très bien. Également dans ces séquences-là, il y a quand même un fait qui résonne de manière un peu étrange avec l'actualité, même si évidemment l'épisode a été écrit et tourné il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est qu'on parle d'évacuation de réfugiés. Donc ça, forcément, ça fait penser à ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine, et on peut voir qu'il y a toujours des miroirs, en effet, entre notre franchise préférée et l'actualité la plus brûlante. En tout cas, moi, mon avis global sur le dernier épisode, il est pas aussi négatif que Manu et Guigui, mais pas aussi positif que celui de Romain Brami. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai bien aimé ce début, justement, parce que effectivement, tu te dis dans le futur, tu peux très bien avoir des choses comme ça qui nous paraissent incompréhensibles et un peu bizarres, et puis qui ont une logique interne qu'on comprend pas. Mais en tout cas, visuellement, c'était très joli, oui. Moi, j'ai adoré cet épisode et je pensais vraiment pas toute la saison que je finirais par dire ça. J'oserais pas dire que ça rattrape tout le reste de la saison, mais finalement, je me rends compte qu'une fin séduisante est beaucoup plus importante qu'un développement séduisant et une fin ratée, ce qui a été quand même le cas de la totalité des saisons de Discovery, quasiment. Voilà. Bon, je pourrais te faire une liste de tout ce que j'ai aimé, mais pour résumer très vite, c'est que je trouve que ça gomme une grande partie de ce qu'on reproche habituellement à Discovery, c'est-à-dire que il y a une importance à peu près égale qui est accordée à tous les personnages de la série, c'est-à-dire que c'est pas Michael elle-même toute seule qui sauve The Day pour une fois. Je trouve qu'en particulier la présidente a été mise extrêmement en avant dans cet épisode, ce que j'ai trouvé vraiment réussi. J'ai trouvé que les personnages Tensi, les extraterrestres, étaient très très intéressants. J'ai vraiment beaucoup aimé le développement qu'ils offrent à la fin. J'ai trouvé la fin avec Book et l'hommage que rend les Tensi au peuple de Book, je l'ai trouvé extrêmement émouvant, et en plus pour une fois dans Discovery il n'y a pas de Deus Ex Machina. Moi j'ai craigné jusqu'à la dernière image qui claque des doigts et que tu sais t'es tout le peuple de Book qui réapparaissent, tu sais oh mon dieu ils les ont fait réapparaître et tout. Là c'est pas le cas, le peuple de Book reste mort, ils font un monde honorable, ils disent on a merdé, et j'ai trouvé toute la partie sur l'évacuation entre Tilly et l'amiral extrêmement réussie et vraiment très percutante pour le coup. J'ai adoré moi le tête-à-tête entre Tilly et l'amiral où ils sont en train de boire leur petit cognac l'un et l'autre en attendant la mort. Voilà, j'ai trouvé ça, et on y reviendra quand on va parler de Picard, mais c'est pas parfait, mais j'ai trouvé ça assez original finalement. J'ai trouvé ça assez original, j'ai trouvé que c'était assez différent de ce qu'on avait vu jusqu'à présent, et je sais pas, ça m'a plu, et j'ai trouvé vraiment la fin, et en particulier le montage de fin, je l'ai trouvé très très touchant et très très émouvant, et je pensais pas que Discovery était capable de m'émouvoir autant. Donc voilà, moi j'ai été vraiment très très séduit par cet épisode. Quand tu parles du montage de fin, tu parles de l'entrée de la Terre dans la Fédération, c'est ça ? Alors, bon, non, ça c'est vraiment alors je me rappelle plus si c'est juste avant ou juste après, mais tu sais, t'as un espèce de clip show où tu vois tous les personnages qui reviennent, qui se prennent dans les bras, qui se congratulent et tout, machin, qui partent en vacances ensemble. Avec des répliques random. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, est-ce que Bryce il va venir ? Si Kovic le laisse partir. Voilà, ouais, non, d'accord, peut-être, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était un instant de vie, j'ai trouvé que c'était bien restitué, et puis tu sais, t'as cette impression que ces personnages méritent, en fait. Moi, dans Star Trek, j'ai toujours aimé les moments, comme tu dis, un peu random, tu sais, ma scène préférée dans Star Trek 5, on en avait parlé, c'est quand ils sont au bord d'un feu de camp en train de... Je t'arrête tout de suite. Dans Star Trek 5, les répliques ne sont pas du tout random. À aucun moment, tu peux te dire, elles sortent... Ils chantent Roro the Boat quand même, ce qui n'est pas tout à fait ce que t'attends d'un épisode de Star Trek. Mais justement, c'est surprenant. C'est pas des phrases que n'importe quel scénariste, que n'importe quel algorithme de scénario pourrait te sortir, tu vois.
Écoute, moi je t'avoue que les phrases random m'ont pas particulièrement marqué, mais j'ai été ému j'ai trouvé que c'était une très belle fin d'épisode qui aurait presque pu être une très belle fin de saison qui aurait presque pu être une fin de série d'ailleurs d'une certaine façon. Après je garde tout, j'espère qu'enfin la prochaine saison ça sera juste Discovery qui découvre des nouvelles planètes, qui réunit la Fédération, etc. Ce que j'avais déjà dit à la fin de la saison précédente, mais moi je vais pas mentir, j'ai passé vraiment un très très bon moment et j'ai été assez ému en fait. Ok, bah t'as de la chance. Et toi Manu ? Nope. je me suis un peu emmerdé. Je trouve que l'utilisation des TNC, ça sauve pas la série parce que c'est pas hyper original. C'est assez déjà vu et pas forcément utilisé de façon... ouais, ils essayent pas d'en faire quelque chose d'intelligent. Ça tourne, on en parlait la semaine dernière, mais toute la série tourne encore en mode soap opéra avec plein de bons sentiments et on est obligé, comme le disait Romain, de mettre tous les personnages et de ramener un peu tout le monde, que tout le monde ait un rôle. Ça marche pas des masses, je trouve, pour moi, cet épisode, cette saison en tout cas. Je trouve que c'est moins organique, un peu plus artificiel tout le temps. Et ouais, en fait, de ce constat, je me suis un petit peu fait chier tout l'épisode et j'ai rien trouvé qui réussissait à sauver le truc. Romain, tu disais qu'il n'y a pas de Deus Ex Machina, mais le retour de Book, c'est un Deus Ex Machina déjà, même si tu t'en doutais, quoi. Enfin, mais clairement. La surprise aurait été qu'il meure. Exactement. Je suis d'accord avec Manu en tout cas sur le Deus Ex Machina du retour de Book. Ça clairement c'est trop facile. Je trouvais qu'on avait une belle émotion de la part de Sonequa Martin Green quand elle pense qu'elle a perdu Book et finalement le faire revenir, c'est un peu trop simple. Ça, je trouve que c'est assez dommage. Surtout moi l'autre chose qui m'a le plus gêné dans ce dernier épisode de la saison, c'est le fait que un autre Deus Ex Machina, les 10C font revenir le Discovery autour de la Terre. Alors que moi j'aurais bien imaginé une saison 5 avec le Discovery qui est toujours paumé à l'autre bout en dehors de notre galaxie et qui ne puisse pas rentrer, donc et qu'il découvre enfin des nouvelles choses. Moi en fait j'aurais bien aimé cette idée que finalement la série se réinvente toutes les 2 saisons. À la fin de la saison 2 ils sont envoyés vers ce futur qu'ils ne connaissent pas, et puis là à la fin de la saison 4 ça aurait pu être bloqué à un autre bout de la galaxie. Alors certes ça aurait un peu ressemblé à Voyager, mais pourquoi pas, ça aurait permis de découvrir des nouvelles choses, parce que là un peu comme vous tous, j'ai un peu cette peur que la prochaine saison de Discovery ressemble à saison 3, saison 4, c'est-à-dire qu'on est à nouveau en arrière-plan la renaissance de la Fédération et que en fait on aura surtout l'équipage Discovery et Michael qui affrontent un nouveau événement cataclysmique à l'échelle de la galaxie. Voilà, je pense qu'ils ont vraiment raté une opportunité. Moi, j'aurais vraiment aimé ce côté jusqu'au boutiste. Donc voilà, 2 Deus Ex Machina dans ce dernier épisode qui fonctionnent pas très bien, malheureusement. Ouais, moi j'étais plutôt déçu. Alors oui, c'est une fin de saison passable, mais derrière une saison qui valait pas grand-chose, quoi. C'est pas comme si on avait eu une bonne saison gâchée par un final ou le contraire. Là, ça reste sur une courbe assez plane, enfin sur une ligne, un tracé assez plat. Ouais, moi, ça m'a pas emballé. Vraiment pas la bonne saison. D'habitude, j'ai de l'espoir pour les saisons d'après. On en parle souvent, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, vous attendez quoi ? J'attends rien. J'attends plus rien. Autre chose, quoi. Ouais, moi, je suis complètement de ton avis, Manu. Pour moi, c'était vraiment une catastrophe, ce final. Autant la saison précédente, il y avait des choses qui m'avaient gêné. Enfin, il y avait plein de trucs que j'ai trouvé plutôt incohérents, mais c'est vrai que je trouvais que ça passait encore. Enfin, cette saison 4, pour moi, elle est catastrophique. Et pourtant, bizarrement, cette saison 4, elle coche pas mal de choses que j'avais souhaitées sur ma liste, c'est-à-dire d'avoir une Michael Burnham qui interagit et qui soit au centre de l'intrigue d'une manière moins artificielle. Le fait qu'elle soit capitaine, évidemment, ça règle pas mal de problèmes. Le fait qu'elle arrête de pleurer à tout bout de champ, c'est quasiment le cas. Elle n'a pleuré qu'une fois cette saison et dans une situation où elle avait raison de le faire. Et puis voilà, quoi, on voit plus de passerelles, on voit plus justement les membres de la passerelle, on se débarrasse des personnages qui étaient un peu encombrants. Mais malgré tout, je me rends compte que c'est trop du soap opéra, ça raconte rien d'intéressant, c'est que des poncifs, c'est que des trucs qu'on sait déjà à l'avance qu'ils vont dire en permanence, et surtout ça gâche complètement à chaque fois des cartouches intéressantes de SF. Par exemple, moi, le truc des 10C, il y a un truc que je comprends pas. Pour moi, c'est vraiment un monde
idéalisé, qui est pas réaliste, qui est pas crédible, dans le sens où tout va toujours bien en fait, tout s'arrange toujours bien. Et les DC par exemple, ce qui aurait été intéressant, parce qu'à la fin finalement ils abandonnent leur anomalie pour drainer, etc., pour alimenter leur espèce de barrière. C'est bizarre que en fait ce ne soit pas vital pour eux. En réalité, ça aurait été très intéressant, au contraire, de mettre dans la balance que pour eux, c'est vital, que s'ils n'ont pas cette énergie-là, ils peuvent en mourir, en fait. Voilà, ça aurait été quelque chose qui aurait pu amener donc un dilemme un peu moral plus intéressant que ça, quoi. Ils n'arrêtent pas le Tensei. Ils disent « Ah ben vous inquiétez pas, on va continuer ailleurs ». Et Book leur dit « Non mais qu'est-ce que vous appelez ? On va continuer là où il n'y a pas des formes de vie avancées ». Et Book leur dit « Mais qu'est-ce que vous appelez des formes de vie pas avancées ?» Mais à aucun moment ils disent qu'ils arrêtent. Ils disent qu'ils vont aller dans des endroits qui seront encore plus reculés que ce qu'ils pensaient faire initialement. T'as raison, mais après justement, après son laïus, il leur dit qu'en gros ils ont pas besoin de la barrière et puis ils l'arrêtent parce que visuellement on la voit en plus, on la voit s'arrêter, leur bulle, ils l'enlèvent. Ils l'enlèvent, et donc du coup pour moi ça n'a aucun putain de sens quoi, et c'est carrément ridicule parce qu'en plus de ça, je reviens sur l'histoire de SF, le côté rencontre du troisième type. Pour moi c'est pareil, c'est comme des thématiques d'intelligence artificielle ou de transhumanité que j'attendais et qui finalement ont été que des pâtards mouillés. Là c'est pareil, on a une super idée de premier contact qui passe complètement à l'as, c'est-à-dire qu'en l'espace de 5 heures, c'est-à-dire entre l'épisode de la semaine dernière et celui-là, il se passe à peu près 5 heures, les mecs ils passent au niveau de la communication à 1 + 1 = 2 à je te raconte ma vie, je te dis n'importe quoi. Ouais, non, là ça allait très vite, ça m'a un peu choqué pendant l'épisode, je me suis dit mais j'ai loupé quelque chose, à un moment ils ont inventé le traducteur, c'est Tony Stark quoi, il dit à son ordinateur vas-y fais le traducteur. Oui mais même par exemple il y a un truc qui montre à quel point tout ça est débile, c'est-à-dire qu'à un moment donné l'espèce des DC elle pose des questions qui sont pertinentes et elle leur demande oui alors c'est quoi les mecs qui sont partis, pourquoi il y a des gens qui ont fait ça, elle parle de Tarka et de Book, et t'as Michael Burnham, elle leur explique oui alors en fait ils voulaient utiliser la source d'énergie de votre truc pour retrouver quelqu'un. Je sais pas, moi, je suis l'espèce d'Odyssée, je fais attendez, je comprends pas. Quel est le rapport entre notre source d'énergie et le fait qu'une de vos individualités doive en retrouver une qui a été perdue? Je vois pas le rapport. Donc, je veux dire, faut se mettre à avoir des raisonnements un peu logiques. Je veux dire, Michael Burnham et puis les autres, ils disent absolument tout et n'importe quoi au lieu de rester simple et concis et concret pour essayer de se faire comprendre. Je veux dire, là, j'ai vraiment l'impression que c'était ma mère qui me racontait les mésaventures de sa voisine dont j'en ai rien à foutre en général, quoi. Et pour moi, là, j'avais l'impression que c'était ça pour les DC. C'est pas la meilleure partie de l'épisode, je suis d'accord. Et surtout, moi, surtout ce qui m'a gêné, alors là, c'est le geek en moi qui parle, mais je suis d'accord avec Manu, j'ai pas compris à quel moment on passait d'un traducteur très, très, comment dirais-je, quasi archaïque, capable de vraiment de passer des messages vraiment b.a.-ba, jusqu'à d'un seul coup, t'as l'impression qu'ils peuvent parler, mais de manière, oui, tu sais, avec sa roue qui écrit sur son portable et tout passe, tous les messages sont traduits. J'ai trouvé que ça allait un petit peu vite et que c'était en effet pas le passage le plus fort de l'épisode. C'est comme les histoires des Trill avec Grey et Adira. Moi, je m'en remets toujours pas à quel point ça servait à rien. C'est vrai. Enfin, en tout cas, tout ça, c'est pas du tout rassurant pour la suite, pour la saison 5, parce que bon, vu qu'ils arrêtent pas de foirer systématiquement toutes les histoires de SF en or qu'ils ont et qui sont des choses naturelles dans Star Trek, dans la franchise, mais aussi au niveau des personnages. Leur thérapie, à la plupart, est terminée. Je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir raconter, parce que quand tu regardes vraiment le contenu même des épisodes, c'est que les états d'âme des uns et des autres. Genre, à un moment donné, c'est dommage que vous soyez pas avec nous, parce que les commentaires de Céline, moi, me font vraiment beaucoup rire pendant les épisodes. C'est à un moment, il y a Culbert qui rentre dans une pièce alors que Stamets et Adira sont en train de bosser et il commence à dire des trucs, à commencer à s'épancher un peu. Enfin, on a l'impression qu'il allait commencer à s'épancher sur ses propres sentiments, et là, elle a lâché un gros « Ah non, ça va pas recommencer », qui venait vraiment du cœur. Ce qui m'a fait très rire parce que... Je me suis fait la même remarque, figure-toi. Je pense au même moment, parce qu'en effet, ça peut partir là-dessus à tout moment. Et tu te dis, ouais, pendant tous les épisodes précédents, à chaque fois, les mecs, ils te disent « Oui, il nous reste 24 heures, il nous reste 5 heures et tout. » Mais prenons quand même 5 minutes pour discuter de ce qui m'est arrivé dans mon enfance ou je ne sais quoi. Voilà, quoi. Franchement, moi, la Discovery, je pense que j'ai été quand même vachement patient
vachement bienveillant avec cette série, plus que elle envers moi, j'ai l'impression quand même. Parce que quand même Star Trek, on est tous d'accord pour dire que c'est super important, les sentiments, les personnages, etc. Mais faut pas oublier le reste, quoi. Star Trek, c'est aussi des dilemmes moraux dont on ne connaît pas l'issue parce que ce sont des vrais dilemmes. Un dilemme, c'est il n'y a pas de bonne solution, par exemple. Il faut faire des choix et il faut essayer de choisir le moins pire. Et puis il faut se tromper ou il faut réussir. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui en ressorte. Pas sortir des trucs du style oui, l'amour c'est bien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que c'est bien, mais on le sait justement. Donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir une démonstration pour savoir quelque chose qu'on sait déjà. Voilà. Et moi, ça manque d'ambiguïté, ça manque de profondeur. Du coup, ça manque d'intérêt, tout simplement. Et c'est vraiment dommage parce que encore une fois, le casting est top, les effets spéciaux sont top, les décors sont top, la réalisation s'améliore même si y a un réalisateur que j'ai dans le nez. Voilà, il y a quand même plein de trucs qui sont vraiment bien dans cette série, mais c'est vraiment ce que ça raconte, quoi. Enfin, c'est pas vraiment ce que ça raconte, c'est comment ça le raconte, parce que comme on va le voir avec Picard raconte pas forcément beaucoup plus de choses, mais en tout cas, elle le raconte mieux. C'est dans la forme, il y a quelque chose de plus réussi que ce qu'on peut avoir dans Discovery. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et si j'en crois la majorité des commentaires et tout sur les internets, grosso modo, je pense que les gens ressentent cette déception à plus ou moins grande échelle, quoi. Ça dépend des gens, bien sûr. Il y a des gens qui trouvent ça très bien, et des gens qui sont assez déçus, comme moi, par exemple. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, je l'avais pas compris parce que je pense que la plupart des Français comme nous, en tout cas des non-américains, ne savent pas qui c'est. C'est l'identité de la personne qui joue la présidente de la Terre à la fin de l'épisode. Moi, ça m'a attiré l'attention parce que j'ai vu que suite à l'épisode, beaucoup des acteurs de la franchise ont parlé d'elle, notamment Wilson Cruz. Je crois qu'il y a aussi Kate Mulgrew qui a mis un message. En fait, cette actrice qui n'en est pas une s'appelle Stacey Abrams et c'est en fait une femme politique américaine, une démocrate qui s'est notamment présentée au poste de gouverneur de la Géorgie. Avant ça, elle a perdu malheureusement. Avant ça, elle a fait partie de la Chambre des représentants de l'État de Géorgie. Et en fait, elle s'est beaucoup battue, notamment pour défendre le droit de vote des Afro-Américains aux États-Unis, puisqu'il y a toute une polémique depuis quelques années où, grosso modo, ça devient très compliqué. Il y a beaucoup de bâtons dans les roues pour que les Afro-Américains n'aillent pas voter. Donc voilà, elle s'est battue contre ça. Et évidemment, c'est le genre de combat, le genre de valeur qui est défendu par la franchise et par les acteurs de la franchise. Donc le fait qu'elle joue le personnage de la présidente de la Terre, c'est quand même extrêmement symbolique, même si c'est pas très subtil dans cette représentation des idées. Mais en tout cas, c'est vachement symbolique et c'est pour ça que les acteurs étaient évidemment très contents de sa participation. Et ce qui est assez bluffant, c'est que finalement, en tant qu'actrice, elle s'en sort très très bien. On ne se doute pas un seul moment qu'elle n'est pas actrice professionnelle. Alors je sais que par ailleurs, elle a une activité de romancière, mais c'est pas la même chose qu'être acteur. En tout cas, elle s'en sort très très bien. C'est un beau clin d'œil. T'as raison, en plus c'est très cool, ça se voit pas qu'elle est pas actrice. Moi, je l'ai trouvée convaincante, je l'ai trouvée plutôt classe. Et je trouve que c'est ce genre de clin d'œil, moi je trouve ça plutôt sympa, quoi. Tu vois, c'est un clin d'œil qui a du sens, quoi. Donc moi ça me dérange absolument pas, je trouve ça vraiment très bien. Et bien sûr, la question traditionnelle, qu'est-ce que vous attendez pour la saison 5 ? J'espère que ça sera mieux l'an prochain, quoi. Sachant qu'il y aura 10 épisodes seulement la saison prochaine, si j'ai bien compris. Pour la 5e. Ça peut peut-être sauver un peu le rythme et les intrigues secondaires qui servent à rien, mais... qu'est-ce que vous attendez en particulier faisons un peu... Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, hein. Plus rien. Plus rien, ouais, oui, moi c'est pareil. J'avoue que je suis un peu anesthésié parce que malgré toutes les choses les améliorations que j'ai pu noter cette saison-là, j'ai tellement essuyé de déception que même ce qui devrait me plaire, maintenant ça me plaît plus, quoi. Pour moi, il y avait une meilleure amélioration l'an dernier. Là, avec le recul, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, j'attends ce que j'attendais déjà de la saison d'avant. Je trouve quand même que malgré tout, ils ont établi un statu quo qui est plutôt intéressant. L'histoire d'une fédération qui repart quasiment de zéro dans un monde qui a pris quand même particulièrement cher. Et finalement, la renaissance de la fédération, qui reste toute petite, hein, on le voit bien dans cette saison de Discovery. J'attends toujours ce que j'attendais, c'est-à-dire que Discovery redevienne un vaisseau d'exploration, un vaisseau de first contact, et que ça soit une série qui parle un peu plus de politique. D'autant que j'ai bien aimé, moi, l'aspect politique cette année avec Navarre et la présidente de la fédération. Et moins, honnêtement, je pense que si on se connecte l'année prochaine et qu'ils nous disent oh, il y a un nouvel astéroïde mutant qui arrive de l'autre espace, machin, pour anéantir la Terre, je pense que je prends ma télécommande et que j'éteins ma télé directement.
Je pense que tu vas être déçu, hein, parce que pour moi, le côté redéveloppement de la fédération, j'ai l'impression qu'ils ont dit bah ça va être facile, ça va se faire un peu en histoire secondaire, mais c'est pas le truc principal. J'ai pas l'impression qu'ils soient du tout partis dans cette direction pour moi. Je suis d'accord avec toi, Manu, parce que j'ai l'impression que la dernière scène nous avait presque envie de dire c'est bon, c'est fait, ça y est, c'est bon. Ouais, bah ça, la présidente de la Terre qui dit non, mais allez, on y va. De la même manière que Tilly, par exemple, ses cadets, ça fait 3 semaines qu'elle les forme, ça y est, c'est ses cadets, ils sont prêts maintenant. C'est bon, on claque des doigts, c'est bon, c'est fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. D'ailleurs, il y a quand même un truc qu'il faut noter, c'est qu'on est enfin débarrassé du Sport Drive. Donc du coup, est-ce que ça donnera des histoires plus intéressantes par la suite ? Et comme ils ont une téléportation gratuite en fin d'épisode, bah ça va quoi. Oui, d'autant qu'en plus ils construisaient le Voyager, c'est ça, hein, ils ont appelé ça le Voyager. Donc il y aura même plusieurs vaisseaux, ce qui permettrait d'ailleurs de faire finalement de cumuler un peu tes deux idées, Guigui. On pourrait imaginer qu'ils fassent une nouvelle fédération, mais de l'autre côté de la galaxie, voire même dans d'autres galaxies, en utilisant le Sport Drive. C'est pas possible parce que justement, 2 épisodes plus tôt, on nous a expliqué qu'en fait, les chemins du réseau mycélien, en fait, il va pas au-delà de la galaxie. Mais en tout cas, il pourra aller vraiment très loin dans le Delta Cadran, etc. Pour pas qu'on ait que, tu vois, les Klingons, les Andoriens, les Vulcains, etc., etc. Mais à la limite, tu vois, si on revenait sur la politique à la Deep Space Nine, c'est-à-dire en effet des enjeux dramatiques, il en faut bien, mais tu vois, pas l'espèce de truc à la Vidger qui vient de l'outre-espace pour, tu vois, si on arrive en effet, les Klingons veulent envahir, ça serait pas très original, mais à la limite, pourquoi pas, tu vois, qu'on parle de politique. En plus, c'est la guerre en Russie, Star Trek veut toujours être une métaphore du présent, donc pourquoi pas, mais pas un truc, tu vois, d'un seul coup, tous les vaisseaux de la Fédération explosent en même temps, on se demande pourquoi, ou des trucs comme ça, quoi. Pas une mystery box, en bon français, pas une putain de mystery box, quoi. Ouais, on en reparlera en fin d'année, hein, parce que je pense que la saison 5 de Discovery, elle devrait débuter. Ah non, il me semble que ça sera pas fin de cette année, mais il me semble avoir lu quelque part que ça serait carrément l'année prochaine. Donc on est à peu près tranquille pendant une année avant. Mais juste une parenthèse sur Book, si vous attendez vraiment qu'il y ait des conséquences et que il n'y a pas une situation qui fait qu'il va sortir de prison épisode 1 l'année prochaine, je pense que vous en attendez trop encore. Hein. Je pense que... D'autant qu'il est même pas en prison. Voilà, on va passer à Picard, du coup. I need more hands up here! Doctor, how much longer? We're working on it! Calculating temporal trajectory. Whoa, I'm no longer in command of this ship. If we fail here, we fail everyone. Warp 7! Warp 8! Warp 9! The past is now. Working. Alors, cet épisode 3 de la saison 2 de Picard s'appelle Assimilation. Elle a été écrite par Kylie Roseter, je crois que ça se dit comme ça, et Christopher Monfett, et réalisée par Lea Thompson, et j'imagine que ça doit vous dire quelque chose. Génial, ouais, génial. C'est la mère de Marty McFly. Oui. C'est la mère de Marty dans Retour à le futur. C'est une grande dame à Hollywood et ça fait super plaisir de la voir dans Star Trek. Ouais, en fait, cette actrice, donc du coup, depuis quelques années, elle s'est mise à la réalisation, notamment dans des séries télé. Je crois que la plus connue, enfin celle qu'on connaît nous plus, c'est Young Sheldon, où elle a réalisé quelques épisodes. Et là, donc du coup, effectivement, elle réalise cet épisode de Picard où Picard et son équipage voyagent dans le temps, remontent le temps jusqu'à l'année 2024. Et en termes de science-fiction, c'est aussi quand même la vedette féminine du film Howard le Canard, le gros bid qu'on connaît, réalisé par George Lucas. Donc ils voyagent dans le temps à Los Angeles à la recherche du Watcher, donc le gardien, celui qui regarde, qui pourrait les aider à identifier le moment où le temps a divergé et s'est transformé donc du coup en grosse dystopie. Donc on a Seven, Raffi et Rios qui eux vont s'aventurer dans un monde inconnu pour eux parce qu'il y a 400 ans d'écart entre eux et cette époque, tandis que Picard et Jurati vont essayer de recueillir des informations auprès de la reine Borg qui est un petit peu en rade.
C'est marrant parce que là aussi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment d'originalité, mais c'est vachement mieux fait. C'est vachement mieux fait, c'est plus dynamique. On a vraiment des personnages qui sont utiles, qui sont définis. Une mention spéciale d'ailleurs sur cet épisode à Raffi qui ressort un peu plus du lot. Rios aussi, que j'ai trouvé très bon dans l'épisode. Mais c'est marrant, j'ai vachement pensé à Marina parce que la semaine dernière, elle voulait que quelqu'un meure, enfin qu'il se passe quelque chose. Ah oui, là c'est et là, quelqu'un est mort direct, même si je m'attends à un petit Deus Ex de Q en fin de saison ou un truc comme ça, peut-être pas. Ils l'ont annoncé, le Deus Ex. C'est qu'ils ils te disent qu'ils sont pas sûrs que, vu qu'en fait ils interprètent leur personnage alternatif, ils ont conscience, mais ils sont leur personnage alternatif, ils sont pas sûrs que si le temps devait revenir au présent, le corps il resterait mort, puisque officiellement tout ça ne se serait pas passé en fait. Oui, mais Cube aurait quand même la possibilité de le ressusciter s'il en avait voulu, en dehors de toute remise à plat de la ligne temporelle. On peut imaginer ça. Mais moi je m'attends plutôt à une fin happy end où il restaure la temporalité et du coup Elnor les attend bien tranquillement sur Romulus. Enfin pas sur Romulus, sinon il serait mort, mais ailleurs en tout cas. Mais ouais, un bon épisode. C'est alors frustrant pour moi parce que je sais pas vous, mais la semaine dernière, c'est marrant, on se plaignait de dessiner la ligne narrative de ce début de saison. Je m'attendais à ce que le Watcher, j'espérais que le Watcher serait révélé en fin d'épisode 3. Mais non, va falloir attendre encore un petit peu. Je sais pas si on sera déçu ou pas en sortie de ça. Mais toujours est-il que ça m'a frustré. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était un plutôt bon épisode, quoi. Le concept est pas original, mais bien exécuté. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Romain, un des deux. Romain Nigita, allez. Moi, ce qui m'a paru un petit peu bizarre dans cet épisode, c'est qu'on parle de voyage dans le temps. Picard, dans l'épisode 2, a parlé du fait que Kirk et Spock ont souvent voyagé dans le temps, y compris pour mentionner la fameuse technique qui consiste à tourner autour du soleil, mais par contre, Picard ne mentionne pas du tout le fait que lui-même a voyagé dans le temps, notamment à cause des Borg dans First Contact. Il ne le mentionne pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Enfin, bref, voilà, je trouve ça un clin d'œil qui manque quand même par rapport à cet épisode. En tout cas, je suis d'accord avec Manu qui parlait des personnages, avec notamment la scène de Elnor ou bien Raffi. Je trouve que c'est également très réussi pour ce qui concerne la scène de Jurati qui est connectée à la Reine des Borg. Alison Peel est absolument géniale dans cette scène-là, qui est quand même finalement assez difficile parce que c'est presque un monologue et s'en sort vraiment à la perfection, quelles que soient les réserves qu'on peut avoir sur le personnage de Jurati par rapport à la fin de la saison 1 et le fait que plein de choses ont été mises sous le tapis. Mais en tout cas, dans cette scène-là, elle s'en sort vachement bien. Et je trouve que vraiment ce qui fonctionne très très bien depuis le début dans Picard, c'est vraiment les personnages et les interactions entre les personnages. En à peine une saison, on tient beaucoup plus à ces personnages-là et on connaît beaucoup plus de choses sur eux que finalement en 4 saisons de Discovery. Et pour moi, ça tient à un défaut dans lequel tombent parfois les séries Star Trek trop facilement, c'est le fait que trop souvent les personnages sont réduits à leur fonction et à leur fonction dans l'équipage. C'est évidemment par exemple le cas avec Geordi LaForge dans Star Trek La Nouvelle Génération. C'est l'ingénieur du vaisseau et c'est à peu près tout ce qu'on comprend de lui en cette saison. Et il n'a pas d'autre personnalité qu'être l'ingénieur du vaisseau. C'était aussi le problème avec certains des personnages de Voyager. Et ce qui fait toute la différence de Picard par rapport à la franchise, c'est que étant donné que ce n'est pas un véritable équipage, c'est pas un vrai vaisseau de Starfleet, c'est une espèce de petite bande qui s'est réunie de bric et de broc, et ben finalement on est beaucoup plus investi dans ce que sont ces personnages, dans leur personnalité, que par leur fonction dans le vaisseau, puisqu'ils n'en ont pas. Et ça vraiment c'est ce qui fonctionne à fond avec cette série, et aussi par le fait qu'ils sont incarnés par des acteurs formidables. Et puis quand même, je sais pas si vous avez noté dans cet épisode, il y a une référence à Rick et Morty, avec le fils de la doctoresse de l'hôpital. Donc ça veut dire que Rick et Morty existent dans l'univers Star Trek, donc ça veut dire que le créateur de Lower Decks, qui a bossé sur Rick et Morty, lui aussi existe dans cet univers. Je trouve ça assez drôle comme clin d'œil. Ouais, mais d'ailleurs, justement, le fils de la docteure, moi je trouve qu'il est un peu trop jeune pour regarder Rick et Morty quand même. 10-11 ans, ça me paraît un peu jeune. Bon, ça va. Ouais, non, quand même. Non, je trouve qu'il faut, pour qu'il puisse apprécier Rick et Morty, tu vois, il faut un peu de maturité, je pense. Hein. Sinon, si tu passes tout de suite à des trucs de suicide, d'orgie et des trucs comme ça, je pense que c'est un petit peu jeune, tu vois. J'ai bien aimé cet épisode aussi. Hein. Franchement, je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est super bien maîtrisé. Le seul truc sur lequel je serais pas tout à fait d'accord, Manu, c'est justement sur Raffi. C'est le seul personnage sur la scène où elle s'énerve contre Picard. J'ai compris l'intention, mais je me suis dit que c'était quand même censé être une officier de Starfleet, Raffi, qui en plus a retrouvé son grade.
de capitaine de vaisseau, et elle chie à la gueule de Picard, mais sans aucune raison en plus. Elnor se fait buter, mais enfin je veux dire, Picard n'avait rien à voir dans l'histoire en plus. Et alors elle s'énerve contre la relation de Picard avec Q, ce que je peux un petit peu comprendre, mais je trouve ça quand même vraiment fort de café de reprocher à Picard de s'être fait transporter dans un univers alternatif, surtout après la scène qu'on avait vue en début d'épisode avec les Borg. Donc ça, j'ai trouvé que ça venait un peu comme cette espèce de tension, un peu fausse tension, j'ai trouvé que ça venait comme un cheveu sur la soupe. Sinon, j'ai trouvé que pour moi, Rios volait le show, comme on dit aux États-Unis. J'ai trouvé vraiment que Rios et Seven d'ailleurs, mais j'ai trouvé que Rios il a un charisme de dingue dans cet épisode. Vraiment, l'épisode tourne autour de lui. J'ai trouvé en effet que la scène de Jurati, qui avait tout pour être une scène naze, hein, vraiment il y avait tout dans cette scène pour qu'elle soit naze. J'ai trouvé qu'ils en avaient fait un truc vraiment mortel, et avec ce twist à la fin où la reine se rend compte qu'elle s'est fait piquer, enfin qu'elle s'est fait dérober des idées, qu'elle savait même pas qu'elle s'était fait dérober, et elle dit une phrase que j'ai pas retenu par cœur, mais qui m'a vraiment fait délirer, où elle lui dit tu as fait quelque chose de très audacieux et de très dangereux, tu m'as impressionné. Et j'ai vraiment trouvé que c'est une scène qui te foutait des frissons en fait pour la suite, surtout que on l'a pas assez dit, mais la Reine Borg est également vraiment réussie. Voilà, juste pour revenir moi sur mon avis sur ces 2 premiers épisodes, c'est pour ça que je voulais en parler les deux. Je trouve que d'un point de vue maîtrise, dialogue, effets spéciaux, jeu d'acteur, c'est top. Par contre, il est vrai que on peut leur faire le reproche de l'originalité qui est proche de zéro, et clairement on est sur, pour l'instant on n'est qu'à 3 épisodes, mais on est quasiment sur un remake de Star Trek 4, quasiment un remake plan par plan, c'est-à-dire que la doctoresse mexicaine, en gros c'est la biologiste de Star Trek 4 qui se bat un peu contre le système, etc. Sauf qu'au lieu de sauver des baleines, elle sauve des personnes sans papier. L'arrestation... Et qui a un love interest potentiel pour le Captain Rios. Potentiel. Ouais. Rios d'ailleurs la scène est mortelle aussi, hein, j'en profite pour le dire, qui se fait télétransporter, qui se casse la tête par terre. J'ai trouvé vraiment la scène très cool. Mais ça rappelle forcément Chekhov qui se fracture le crâne sur la passerelle de l'Enterprise, le sous-marin, le porte-avions, pas l'Enterprise, le vaisseau. Donc c'est vrai que franchement, si tu vois Star Trek 4 et Picard saison 2 l'un à la suite de l'autre, tu dis quand même qu'ils se sont pas fait chier les mecs. On en est qu'à 3 épisodes, j'en ai conscience. Ah oui, d'accord, cet épisode fait beaucoup penser à Star Trek 4, hein, ça je pense qu'on l'a tous noté. En même temps, c'est pas forcément la première fois que Star Trek fait du voyage dans le temps. On l'a eu évidemment dans la série originale, même Nouvelle Génération, Voyage dans le temps, Voyager et Deep Space Nine aussi, y compris pour arriver dans notre présent à nous. Donc moi je vois plus ça comme un hommage, même si je l'ai noté comme vous, Rios à l'hôpital, c'est exactement comme Chekhov dans Retour sur Terre. J'attends des épisodes suivants, à partir du 4, qu'on soit un peu plus dans l'originalité, et c'est vraiment là qu'on pourra juger si c'est un plagiat ou un hommage. Et vraiment la question qui se pose, c'est qui est le Watcher. Moi je sais pas, pour moi le Watcher qui sont tous en train de chercher, c'est peut-être Guinan, parce que Whoopi Goldberg pour l'instant on l'a vu uniquement dans le premier épisode. On sait que Guinan était sur Terre bien avant le XXe siècle, on l'a vu dans le double épisode Time Zero de Nouvelle Génération, où elle était à San Francisco à la fin du XIXe siècle. Donc je sais pas, moi j'aurais bien Guinan dans ce rôle-là, mais bon, je me trompe peut-être. Moi, à la base, pour l'épisode 2, moi j'imaginais quand même que il serait allé voir Guinan pour constater le changement temporel plutôt que la Reine Borg. Parce que voilà quoi, pour moi c'était le personnage le plus intéressant, mais du coup je me dis ce serait bizarre de la voir dans le passé avec son apparence de maintenant quoi, parce que comment faire pour justifier justement qu'elle soit plus vieille que comment elle est censée être, tu vois, vu qu'ils ont retrouvé une petite astuce comme ça pour retourner. Mais moi je me dis que plutôt que Guinan, on va la revoir à la fin quand ils auront retrouvé leur époque, pour savoir si tout va bien et qu'elle leur dira un truc du style c'est bon, la ligne temporelle est revenue à la normale, même s'il y a des petits trucs qui ont bougé ici et là, mais rien de très important, ce qui fait que on aura une sorte de prime timeline bis qui du coup permettrait de balayer d'un revers de main toutes les erreurs de continuité. Bonjour Discovery. Je crois qu'on a eu la réponse sur le Watcher dans les bandes annonces. On voit, alors bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas envie de... Je n'ai pas de spoiler officiel, mais c'est quelque chose qu'on voyait dans les bandes annonces. On voit à un moment une scène où Picard est avec une personne qu'on n'a a priori jamais rencontrée, mais on sait que c'est une personne chelou puisqu'il a les cheveux blancs et il a les yeux blancs.
en fait, et c'est pas un personnage connu. Donc je pense que le Watcher sera personne. Moi, je suis pas sûr parce que il me semble que cette espèce des personnages avec des yeux blancs, il me semble qu'il y en a plusieurs dans la bande-annonce. Ah, peut-être. Ouais, ils avaient un aspect alien et il ressemblait un peu, si tu veux, tu te rappelles le gouverneur dans le pilote de Encounter à Farpoint, tu sais, le gouverneur avec les cheveux blancs très longs, il ressemblait un peu à ça, le mec. Après, donc c'est pour ça que moi je pense que ça sera pas une célébrité, tu vois, ça sera pas Guinan ou tu vois un personnage. Par contre, ça pourrait être. Vous vous rappelez aussi, il y avait une scène où on revoyait un acteur qui avait joué un des policiers temporels de Voyager, si je dis pas ou c'est ça, de l'USS Relativity, ouais, j'en parlais la dernière fois. Ouais. Alors, par contre, ce personnage, ça pourrait être lié à ça, tu vois, ça pourrait être un agent de Starfleet du futur, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ah, pour moi, c'est ça. Hein. Peut-être, mais en tout cas, je pense pas que ça sera une célébrité. Voilà, ça j'en suis quasiment sûr. Et puis il y a aussi le personnage joué par Brent Spiner qu'on devrait voir bientôt. Non, alors moi je pense que Brent Spiner c'est l'élément. Je pense que c'est l'élément perturbateur au contraire. Je pense que c'est lui qui cause la fin du monde. Oui, tout à fait, parce que dans le premier épisode, il y a une statue holographique géante de Brent Spiner où on entend sa voix qui dit un truc du style, un slogan à la con sur la Terre, je sais pas quoi, le futur, blablabla, un truc un peu sombre et cryptique. Donc oui, c'est clair que le personnage, l'ancêtre Song, c'est lui qui est à l'origine justement du changement temporel, quoi. C'est qu'il y a un truc que peut-être Q a provoqué auprès de cette personne-là qui fait que tout a dévié. Il y a un dernier truc que j'aimerais rajouter, parce que j'ai lu des commentaires sur Internet qui disent que la nouvelle saison ignore le fameux épisode de Deep Space Nine dans lequel... voilà. C'est pas Alors je me demande comment tu peux être fan de Star Trek et dire un truc comme ça, là vraiment ça me dépasse. Parce que premièrement, clairement, l'endroit où débarque Raffi au début de l'épisode, c'est clairement une allusion à ces fameux districts, je ne me rappelle plus comment ils appellent ça dans Deep Space Nine, mais c'est des espèces de ghettos qui sont installés dans la ville. Donc on est dans un présent alternatif, c'est pas notre présent clairement. Et il y a une autre allusion qui est sociale, clairement. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est clair que, je comprends pas que tu puisses ne pas le voir, en fait. C'est, voilà. Enfin, en étant fan de Star Trek, en tout cas. En fait, c'est un peu remis au goût du jour. Je me souviens que dans l'épisode de Cisco, il y avait une histoire en gros, des citoyens de 3e zone, on va dire même. Et là, on a l'immigration, qui est un truc très présent, mais qui, à mon avis, reprend la thématique un petit peu, quoi. Tout à fait. En sachant que là, ils sont à LA, tandis que dans Deep Space Nine, ils étaient à San Francisco. Et historiquement, par exemple, il y a toujours plus de SDF à San Francisco qu'à Los Angeles. Donc, tu vois, ça serait pas forcément le même truc. Et il y a une autre allusion alors là, qu'ils n'ont pas capté clairement, mais qui est direct. Quand ils arrêtent Rios à la fin de l'épisode, ils lui disent « He has no ID and no HR » ou « HCH » ou un truc comme ça. Et en fait, ça, c'est un papier d'identité qui n'existe pas dans la vraie vie. C'est un papier d'identité qui avait été cité dans ce fameux épisode. À un moment donné, il rencontre un mec qui lui dit « Vous n'avez même pas votre carte ACH » ou quoi. Et c'est les documents d'identification de l'époque de Cisco, de Bell en tout cas. Donc, clairement, ils y font référence. Je ne pense pas que ça ira plus loin, hein, sincèrement. Je pense que c'est un petit parallèle, d'autant qu'ils ne sont pas dans la même ville, mais on peut pas dire qu'ils ont ignoré ça. Je trouve ça plutôt cool aussi. Ouais, donc tu parles du fameux double épisode de la saison 2 de Deep Space Nine où Cisco avait déjà voyagé dans le temps en 2024 pour assister et puis finalement être un acteur d'une sorte de révolution sociale, quoi. Où sommes-nous ? Le quartier du refuge. L'histoire du 21e siècle n'est pas ma spécialité. Trop déprimante. Elle m'a toujours passionné. Ils ont fait beaucoup d'erreurs flagrantes, mais ils ont accompli des réformes qui nous sont aujourd'hui très profitables. Et ce que nous voyons ici est une de leurs erreurs flagrantes. L'une des pires. À la fin des années 2020, il y avait un endroit comme celui-ci dans chaque ville des États-Unis. Pourquoi tous ces pauvres gens sont-ils là ? Sont-ils des criminels ? Non, les gens qui avaient un casier judiciaire n'avaient même pas le droit d'être ici. Alors qu'ont-ils fait pour mériter cela ? Rien du tout. Ce sont des pauvres. Ils n'ont ni travail ni résidence. Et c'est pour cela qu'ils sont parqués ici. Bienvenue au 21e siècle, docteur. Il y a beaucoup de malades mentaux ici. Ils ont presque tous besoin de soins urgents. Je sais, mais ils ne seront pas soignés, en tout cas pas maintenant. Quoi ? Qu'y a-t-il ? Le calendrier là-bas. Nous sommes le 30 août 2024. Oui, et alors ? Vous connaissez les émeutes de Bell ? Oui, je crois. C'est l'une des manifestations les plus sanglantes de l'histoire américaine et c'est ici que les émeutes ont eu lieu. San Francisco, quartier du refuge A.
la première semaine de septembre 2024. Mais alors, c'est cette semaine? Ce qui veut dire que si nous ne sortons pas bientôt d'ici, nous serons pris au milieu de ces émeutes. Mais Romain, tu me fais penser à un truc, c'est qu'un jour, il faudrait qu'on fasse un podcast sur expliquer la ligne temporelle un petit peu, puisque à l'époque, leur futur, c'est notre passé maintenant, et que c'est pas exactement le même. Il y a eu des guerres eugéniques, une troisième guerre mondiale, des choses comme ça. Je pense que ça serait intéressant de faire un podcast qui retrace un petit peu, époque par époque, ce qui s'est passé. Ce qui d'ailleurs pose un petit problème, je pensais à ça aujourd'hui, c'est marrant que tu parles de ça. Je vais essayer de pas être trop long parce qu'on pourra en parler très longtemps, mais on a quand même toujours eu, enfin moi j'avais toujours eu l'impression, et c'est dit dans First Contact, mais pas que les guerres qui ont eu lieu, c'est à ce moment-là que l'humanité a rebooté un petit peu. C'est à ce moment-là que, en gros, l'humanité est tombée à son plus bas avant de remonter grâce aux nouvelles technologies, etc., etc. Et c'est assez intéressant de se dire qu'il aurait pu se passer des trucs avant la guerre qui aurait conduit l'humanité dans quelque chose d'encore plus sombre que ce que la guerre elle-même aurait causé. Je ne sais pas si je suis très clair dans mes propos. Si. D'ailleurs, une réplique de Seven va dans ce sens-là. C'est-à-dire ? À un moment, elle dit, alors je ne sais plus si c'est Seven ou Raffi, mais qui dit qu'elle ne comprend pas comment notre société a pu être aussi, comment on dit, contradictoire, qu'elle ne comprend pas que ce ne soit pas cassé la gueule plutôt que ce que ça a été, en fait. Ce qui suggère qu'effectivement ça pourrait être encore pire en fait, et d'ailleurs c'est un peu le sujet finalement de la saison quelque part. Je sais pas si vous avez des théories d'ailleurs sur l'élément déclencheur du changement de timeline. Bah je te dis, moi je pense que c'est data, c'est lié au Sung d'une façon. Ah oui, c'est lié au Sung, mais en quoi? Je me demande si ça peut pas avoir un rapport avec la mission Europa, puisqu'il y a une insistance sur quand je crois que Seven et Raffi arrivent dans le passé où elle voit un panneau de la mission Europa. Et je me souviens, dans les photos de tournage, on avait vu d'autres mentions de la mission Europa. À un moment, Chewie est habillé, il a une veste de la mission Europa, par exemple. Je me demande si ça pourrait pas être quelque chose qui ferait qu'il y aurait eu une attaque sur la mission d'une race extraterrestre qui aurait changé la trajectoire de la Terre vis-à-vis de l'extérieur, on va dire. Pas mal. Et en plus, un ancêtre de Sung aurait pu travailler dans une mission spatiale. Donc ça permettrait de réunir les deux sujets. Et en fait, peut-être qu'aussi quelque chose en rapport, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, alors là c'est vraiment du spoiler par rapport à la bande-annonce, mais dans la bande-annonce on voit aussi des étranges Vulcains qui ont l'air d'être en visite undercover sur Terre. Et que peut-être que justement, du coup, ces événements liés à Song et cette mission Europa auraient fait débarquer les Vulcains plus tôt, par exemple, sur Terre. Et ça me remet en tête l'épisode où ils arrivent dans le passé dans Enterprise avec comment elle s'appelle, la Vulcaine justement, T'Pol. Ouais, voilà, qui est. Et en effet, maintenant que tu le dis, Manu, je pense que c'est ça. C'est une invasion extraterrestre hostile. À ce moment-là, changerait clairement totalement le futur de l'humanité, en fait, quoi. On verra, je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être beaucoup plus basique. Non, mais ça serait bien, justement, parce que là, comme vous le dites, il y a zéro originalité dans les 3 premiers épisodes, et moi j'espère bien qu'à partir du prochain, qu'on ait quand même quelques surprises, parce que effectivement, même si c'est plaisant à suivre, c'est quand même pas mal dans la surprise, même si effectivement, moi j'ai quand même eu une surprise, c'est que Elnor meurt. Je m'y attendais malgré tout pas. Je pensais... après, en y réfléchissant, je me dis, mais oui, dans les bandes annonces, on le voit pas tant que ça. C'est un personnage, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir en foutre dans cette saison-là? Rien. Bon, du coup, autant le dégager et puis le ressusciter à la fin de la saison. Mais du coup, ça m'a quand même fait un petit quelque chose, parce que j'ai trouvé que ça marchait bien. Et d'ailleurs, justement, pour revenir à la séquence où Raffi pète un peu un câble contre Picard, je suis pas d'accord avec toi, Romain. Je voulais y revenir aussi, parce que j'étais pas d'accord. Ouais, moi, je suis pas du tout d'accord, hein, parce que déjà, Picard, il a clairement à voir avec la mort de Elnor, parce que c'est clairement le fait d'avoir choisi l'Arenborg par rapport à l'alimentation électrique, par rapport au lit je sais pas comment ça soigne, mais en tout cas qui soignait Elnor à ce moment-là, qui a provoqué le décès prématuré d'Elnor. Peut-être qu'il serait mort quand même, mais en tout cas le fait d'avoir fait ce choix-là à ce moment-là, c'est clair que c'est ça qui l'a fait mourir. Et en plus de ça, Raffi, elle est quand même très investie émotionnellement par rapport à Elnor, parce que par rapport à la saison 1, faut pas oublier que c'est une mère dont son enfant, son fils
fils unique, visiblement, elle a des relations compliquées, il l'a carrément rejetée, et c'est clair qu'elle a projeté donc cet amour maternel sur Elnor, qui lui en avait aussi besoin. Donc ils se sont bien trouvés, quoi, quelque part. C'est ça, devenu un peu sa mère adoptive. On le sent un peu comme ça dès le premier épisode. Donc du coup, c'est normal que ça lui fasse ça. Et en plus de ça, il y a quand même Picard, il commençait à faire un discours habituel à la Picard. Sauf que là c'était quand même pas le moment, tu pouvais attendre 5 minutes quand même. Donc moi, la réaction de Raffi, je l'ai trouvée parfaitement justifiée, et je trouvais qu'elle fonctionnait très bien au contraire cette scène. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je n'étais pas d'accord avec toi non plus, Romain, parce qu'en plus, la remarque sur Q, je trouve que c'est une remarque assez pertinente, parce que d'un point de vue extérieur, ça a vraiment l'air d'être un jeu, la relation de Q et de Picard, alors qu'à chaque fois, il y a des choses quand même assez énormes ça implique des choses assez énormes pour l'humanité, quoi. Enfin, pour l'univers en général. Et je trouvais la relation, la remarque assez justifiée, d'autant que Raffi, on sait qu'elle a bossé avec Picard bien avant la série, donc ils ont une relation, elle doit savoir des choses, elle a dû lire des rapports, j'imagine, des choses comme ça. Je pense que, moi, ça m'a pas dérangé, quoi. J'ai bien aimé cette scène, au contraire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que du coup, vu qu'elle n'a jamais vu Q à l'œuvre, elle peut pas savoir, elle ne peut avoir que ce qu'elle peut s'imaginer par rapport à ce qu'on lui en a pu lui dire ou ce qu'elle aurait pu lire. Donc ouais, effectivement, c'est clair. Sinon, je sais pas si on parlait de l'effet tournage Covid par rapport à l'actrice de Reno, mais c'est vrai que dans cette saison 2 de Picard, il faut pas oublier qu'ils ont tourné ça aussi en plein Covid. Et c'est vrai que j'ai quand même remarqué que souvent, Patrick Stewart, il était quand même un petit peu seul dans ses scènes. Il était toujours un peu qu'avec une personne ou deux. Et donc je me dis que ça aussi, ça a dû peut-être jouer sur l'écriture. Par exemple, le fait que Jurati passe son temps avec Picard, par exemple, dans cet épisode-là, et que les autres sont vraiment dans la foule à l'extérieur, en fait. C'était un peu étrange, et il y a une scène, alors je l'ai pas remarqué moi-même, mais c'est un mec qui l'a tweeté, où tu vois c'est un peu la honte. Il y a une scène où il est avec Jurati, où tu vois le bout de son siège, en fait, qui est sur le plan, en fait, si tu veux, tu vois, mais clairement tu reconnais que c'est un siège de limite un fauteuil, c'est peut-être soit un fauteuil roulant, soit les sièges de cinéma classiques, et quand même ça te fait te poser des questions sur la santé générale de Patrick Stewart. En fait, c'était je vois la photo, en fait c'était une photo avec Seven du premier épisode quand ils sont dans le turbolift. Ah d'accord, ok. C'était ça. Et en effet tu vois un bout de siège, quoi, donc tu te dis ah ouais, ok. Bon, mais effectivement, moi, Romain, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'aspect Covid, le fait qu'il soit séparé et qu'il joue qu'avec 2-3 acteurs, etc., c'est ça que je veux dire, c'est que du coup, la conséquence de ça, c'est que Picard, il est enfermé dans ses scènes à lui, et il n'est pas vraiment acteur, finalement, c'est vraiment le mentor, mais c'est finalement les autres personnages qui font bouger l'action, quoi. Tant que Q n'intervient pas... paradoxalement, du coup, ça donne plus d'ampleur aux autres personnages qui, d'une certaine façon, en fait des épisodes qui ressemblent plus au Star Trek qu'on aimait, de Star Trek Next Generation, je suis tout à fait d'accord. Et moins à Star Trek Discovery. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est assez paradoxal comme sentiment. Mais du coup, moi, ça me va très bien. Comme je dis, moi, je suis prêt à voir une série Picard sans Picard, en fait. Hein, parce que tous les personnages, je les adore. Et d'ailleurs, justement, je voudrais noter qu'encore une fois, Seven, elle est fantastique. Que son duo avec Raffi fonctionne vraiment très bien. Je trouve qu'il y a une excellente alchimie entre ces deux actrices. Et justement, le parcours de Seven... qu'on voyait justement avec le fait qu'elle soit appréciée nulle part, parce que déjà dans la saison 1, et puis déjà sur Voyager aussi, le fait qu'elle soit Borg, du coup les gens ils ont un peu peur ou ils la détestent d'emblée, parce que voilà, c'est un a priori, c'est comme ça, et le fait qu'elle ait plus ses implants Borg et que du coup elle arrive à attirer la sympathie a priori d'inconnus, quand elle embobine un policier ou enfin un gardien d'immeuble là, pour pouvoir monter en haut de la tour, et qu'elle sait pas qu'elle s'en amuse, mais ça la surprend d'une manière très agréable. On sent que, voilà, qu'elle a un parcours comme ça, elle, qui fait que voilà, son personnage il évolue aussi dans une certaine direction, et que c'est plutôt sympathique, quoi. Après, on l'a beaucoup dit, c'est un truc que j'aime pas trop dire dans le podcast, parce que je trouve ça un peu gênant, même vis-à-vis de moi-même, ça me gêne un peu de le dire, mais c'est vrai que Patrick Stewart a vieilli, quoi. Faut quand même le dire. Ça abîme pas la série, mais c'est vrai que sa voix a énormément changé, sa façon de jouer a quand même énormément changé. C'est vrai que des fois, tu sais plus vraiment si c'est Capitaine Picard que tu as en face de toi ou Patrick Stewart. Par honnêteté intellectuelle, on est quand même obligé de reconnaître qu'il a un peu perdu de sa superbe.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça, même si sa superbe elle est déjà tellement haute que même si on a perdu, il reste quand même super malgré tout. Mais je suis d'accord, hein, je trouve que c'est plus visible dans cette saison-là que la précédente et je pense que l'effet Covid a dû vraiment jouer, quoi. Paradoxalement, je pense que si Shatner reprenait son rôle de Kirk, malgré son âge bien plus avancé que celui de Stewart, je pense qu'il retomberait beaucoup plus naturellement dans ses chaussures de Kirk que Stewart dans ses chaussures de Picard. Je me l'explique pas totalement, à part ce changement de voix qui est quand même assez radical chez Patrick Stewart, parce qu'en plus c'était vraiment un acteur de voix, Stewart, mais ouais, il a pris un coup de vieux, quoi. On est quand même obligé de le signaler. Je retrouve pas Picard vraiment des fois. Sur certaines scènes, je retrouve Patrick Stewart, mais je pourrais pas vraiment t'expliquer pourquoi, mais j'arriverais même pas à l'imaginer rejouer certaines scènes qu'il jouait dans Next Generation, si tu vois ce que je veux dire. Alors que Shatner... je vois tout à fait ce que tu veux dire, et ça vient de la voix, hein. J'en suis sûr et certain, c'est ces intonations qui sont radicalement différentes, alors que Shatner, il les a toujours, en fait. Mais même, tu vois, j'ai beaucoup revu First Contact récemment. Il y a un mec sur Twitter qui a repassé une de mes scènes préférées de Star Trek Ever, qui est la scène où Stewart pète un câble, tu sais, quand on lui dit de faire sauter son vaisseau et que voilà la salle de réunion avec, j'ai oublié son nom, mais Alfred Woodward, quoi, le personnage d'Alfred Woodward. Et j'imaginerais pas du tout. Alors il y a l'âge, c'est sûr que l'âge compte et tout, mais je retrouve pas ce personnage-là dans Picard en fait. Mais c'est très subjectif. En ce qui concerne la voix de Picard, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Certes, il a vieilli, je suis d'accord avec Romain Brami là-dessus, il a vieilli, mais il joue avec ça dans l'intrigue même de la série. Donc pour moi, c'est pas gênant. En effet, il a plus la même voix qu'avant, il a peut-être plus la même prestance qu'il y a 20 ou 30 ans, mais c'est tout le propos de la série. Donc pour moi, c'est tout à fait logique et ça ne me gêne absolument pas. Même si c'est vrai que par moments, on a l'impression qu'il est un petit peu à bout de souffle en termes de voix, mais voilà, c'est cohérent avec ce que nous raconte la série. Certes, il y a un effet miroir avec le vieillissement de Patrick Stewart, mais comme voilà, c'est intégré à tout ça, moi ça ne me gêne absolument pas, bien au contraire. Ok, bon je pense qu'on peut conclure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement pour conclure ? Moi que je m'amuse bien et que je suis voilà, en ce moment je me lève 1 heure plus tôt avant d'aller bosser pour regarder l'épisode de Picard le matin et tout, et je le fais avec plaisir et que ça, voilà, je kiffe, quoi. Faut être honnête aussi, il faut le dire, hein. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à regarder la série, quoi. Pour dire d'ailleurs, je le regarde 2 fois l'épisode, je le regarde tout seul pour pouvoir préparer le podcast avec vous et je le regarde ensuite avec Céline plus tard et sans aucun problème, ça ne me gêne absolument pas, au contraire, je suis ravi de le voir 2 fois à chaque fois. Et toi, Manu ? Robert Rodriguez ne vient pas réaliser Star Trek. Mais non, moi je suis content aussi. Je suis content de mater la série. Je trouve que jusque-là il y a une bonne dynamique. J'attends un peu plus d'originalité peut-être. Mais on n'en a pas trop parlé. Mais moi, la Reine Borg, elle m'a encore fait rêver dans cet épisode. Et la scène avec Jurati, on l'a mentionné, mais très bonne scène. Alors que je le répète, j'aimais pas du tout le personnage de Jurati en saison 1. Et ouais, franchement, on est sur la bonne voie là, en l'occurrence sur cette série. Il y a toujours par contre le potentiel que ça parte totalement mal, mais je garde espoir. Ouais, c'est vrai qu'on a pour l'instant, même s'ils sont pas très originaux, on a quand même 3 épisodes plutôt solides et qui ont été plutôt plaisants et avec des personnages qui gagnent en capitale sympathie à chaque apparition, quoi. Il y a un truc que j'ai oublié de dire sur l'épisode, je suis désolé, je court-circuite un peu le truc. J'ai trouvé qu'il tuait trop facilement dans cet épisode, une fois de plus, ce qui n'est pas dans l'histoire de Star Trek. J'ai trouvé même que, tu sais, les vaisseaux qui détruisent en un missile, j'ai trouvé ça un peu too much. Moi, j'aurais préféré voir les vaisseaux se faire incapaciter plutôt que de se faire exploser en une boule de feu, ce qui n'est pas vraiment dans l'esprit Star Trek. Et je trouvais qu'il désintégrait les gens un petit peu trop vite aussi, et avec un petit peu trop de sérénité, ce qui là aussi, pour moi, ne fait pas très Star Trek. Donc voilà, je voulais juste dire ça parce que la vie, ça compte dans Star Trek et on a tendance un peu à l'oublier dans les nouvelles séries. Alors, je vais juste faire un bémol par rapport à ça, c'est que les gens qui se font buter sur le vaisseau, il y a beaucoup de légitime défense quand même, parce que à chaque fois les gars ils sont à 2 doigts de tirer avant de se faire finement oxyre eux-mêmes, et les vaisseaux qui ont été explosés, ils l'ont été principalement d'une torpille par la Reine Borg en fait.
Donc voilà, ça atténue un peu le truc, quoi. D'ailleurs, il y a une petite erreur, c'est que Rios dit à Seven tire sur la starboard nacelle, donc sur la nacelle de droite, et qu'en fait elle tire sur en plein sur le bouclier, et que Rios lui dit good shot. Donc je sais pas s'il y a eu une mésentente entre le scénario et les effets spéciaux, mais ça m'a fait un petit peu rire. Peut-être que c'est une blague du personnage, peut-être c'est ironique, ou alors peut-être. C'est une blague du personnage, ouais, c'est possible. Mais tu sais, moi j'aime pas, mais ils l'ont déjà fait dans Star Trek, et ça m'énerve. J'aime pas l'idée que ces énormes vaisseaux puissent exploser comme, tu sais, comme un truc plein d'essence, en fait. Moi je préfère, tu vois, le côté incapacité, tu sais, des gros vaisseaux que tu vois flotter dans l'espace, comme ils avaient fait plus tôt dans la bataille de Wolf 359 ou dans Star Trek First Contact, en fait. Voilà, bon, de toute façon, c'est une parenthèse, on s'en fout. Mais à propos de la reine Borg, quand elle est en mode connecté, ça m'a vachement fait penser aux hybrides dans Battlestar Galactica. Et sinon, du coup, on va passer aux actus. Manu, quoi de neuf ? Rien de neuf, à vrai dire, depuis la semaine dernière, donc on va rester sur la même. Écoutez, Tales from the Sewer, qu'est-ce qui arrive bientôt ? À part le cadran pop, il y a des YMCU qui reviennent très bientôt, et puis sinon, on prépare d'autres trucs, mais j'ai pas de date, j'ai rien, donc... T'as pas un shitlist là qui va sortir, non ? Non, on prend une pause jusqu'à la fin du mois, donc il y en a pas cette semaine. Ah, on va être en manque. Non. Désolé. Et toi, Romain Nigita ? Écoutez, non, j'ai pas vraiment d'actu en ce qui me concerne. Toujours le JDD et Téléstar chaque semaine, et puis voilà, j'ai pas mal d'interviews mises en boîte ces derniers temps, et je vous en parlerai plus quand ça sera publié. Ok. Alors toi, Romain Brami, il y a une chanson qui t'a beaucoup plu dans l'épisode de Star Trek Picard. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, parce qu'on va finir là-dessus en fait. Oui, quand ils arrivent dans le passé, ils écoutent une chanson que j'adore, qui s'appelle California Dreamin'. Donc c'est l'histoire de gens qui vivent dans un milieu froid et gris, et qui s'imaginent, qui se disent que ils rêvent de Californie en se disant que ça serait beaucoup plus agréable. C'est une de mes chansons préférées. Il s'avère que quand mon meilleur ami Nicolas, que j'avais rencontré à la même époque que j'avais rencontré Romain Nigita, avait décidé de partir vivre en Californie, j'écoutais cette chanson et j'arpentais les rues de Paris en écoutant cette chanson, la larme à l'œil, voilà, en m'imaginant que j'aimerais bien le rejoindre en Californie et que j'aimerais bien avoir une vie là-bas. Donc c'est une chanson qui compte beaucoup pour moi, et ça m'a fait vraiment très très bizarre de l'entendre dans des épisodes de Star Trek. Ok, et justement, on va vous quitter là-dessus. Longue vie et prospérité tout le monde. Ciao. Salut. À bientôt tout le monde. Salut. Ciao, bye bye. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming, such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees and I began to pray. You know the preacher likes the cold, he knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. La da 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 da, la da da da, la da da da, la da 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 da. California.